Bonsoir, Excellence. Nous avons ici l'ambassadeur du Mali aux États-Unis. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, madame. Nous savons que nous venons comme ça, d'abord en tant qu'Africains, vous apporter notre soutien de tout ce qui se passe dans votre pays. Nous savons que le Mali, c'est le pays d'accueil de tous les Africains. Et nous, en tant qu'Africains, nous avons décidé de nous mettre ensemble avec vous pour apporter notre pierre angulaire à la situation du Mali. Mais si vous voulez dire quand même à celui qui va écouter ici cette cassette et qui ne comprend pas trop bien ce qui se passe exactement au Mali, parce que nous avons eu le problème du coup d'État, nous avons le problème de la rébellion dans le Nord. Si vous voulez expliquer à un inconnu qui ne maîtrise pas ce qui se passe au Mali, vous lui dites qu'est-ce qui se passe exactement au Mali en ce moment. Merci beaucoup, madame, pour votre initiative. Je voudrais tout d'abord exprimer toute notre appréciation pour la solidarité agissante qui s'est démontrée à travers l'appui et le soutien de toute la communauté africaine et de la diaspora africaine à leurs frères et sœurs maliens qui ont procédé à une marche aujourd'hui qui est partie de l'ambassade du Mali à Washington pour se rendre à la Maison Blanche. La marche était très significative et un message clair a été lancé portant sur la nécessité du rétablissement de la paix, de la sécurité, la libération de la totalité du territoire malien et l'appui également au retour à la normalité, à la vie constitutionnelle normale dans notre pays. Ce qui s'est passé au Mali, c'est que nous traversons aujourd'hui une des périodes les plus dramatiques de notre histoire depuis l'indépendance. Un groupe de ex-fighters libyens qui sont d'origine malienne, des Touaregs d'origine malienne, qui ont pris les armes et qui ont conduit une rébellion visant à désintégrer l'État malien, à créer ce qu'on appelle l'État Azawad. Sur cette base, ce groupe qui s'appelle soi-disant le MNLA s'appuie sur des groupes armés qui existaient déjà dans la région, particulièrement les trafiquants de drogue et Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, et aujourd'hui ils sont rejoints par Boko Haram et par d'autres groupes terroristes dans la région. C'est dans ce contexte qu'il y a eu un changement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali qui a été conduit par un groupe de militaires, et la CEDEAO a vigoureusement réagi par la suite pour entrer en action et imposer des sanctions sur la junte militaire afin d'assurer le retour à la normalité. Un accord a été signé qui permet le retour à la normalité, et aujourd'hui, nous avons un président par intérim, M. Dioncounda Traoré, qui était le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui sont en cours. Premièrement, cette rencontre qui se déroule actuellement à Ouagadougou, sous la direction du président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, et qui regroupe un certain nombre de membres de la société civile, des chefs de partis politiques et de représentants de l'ex-junte, qui vise cette rencontre à comme objet principal l'adoption d'une feuille de route qui doit permettre de sortir de la crise, mais également la désignation d'un Premier ministre qui viendra pour mettre en œuvre également, avec l'appui du président par intérim, de l'accord qui vient d'être signé. Un autre événement important qui se déroule actuellement, c'est la tenue le jeudi passé à Abidjan d'une réunion extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. C'est une réunion ministérielle. Cette réunion ministérielle a envoyé un message très fort qui demande également à tous les participants à cette rencontre de Ouagadougou de collaborer, et sinon
l'intervention militaire de la CEDEAO ne se fera pas tarder. Alors ça, ce sont les deux événements très importants qui viennent de se dérouler au cours du week-end passé. La confusion que certaines personnes ont de la situation au Mali, c'est le fait que d'un côté, il y a un problème politique avec le coup d'État du chef, du président qui échoue. Merci que la situation s'est rétablie de ce côté. Et en même temps, le problème dans le nord. Alors, les gens se posent une question. Est-ce que les deux problèmes ont un lien ou alors il y a deux problèmes dans un pays avec deux entités bien différentes? Non, il y a deux problèmes. En réalité qui sont là, mais qui doivent être gérés concomitamment et qui sont extrêmement liés. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'intervention de la CEDEAO sur le plan des opérations militaires, de l'intervention des partenaires du Mali, que ce soit les États-Unis, la France ou autres, pour lutter contre Al-Qaïda et les autres groupes armés dans les régions nord du Mali, tout ça c'est lié. Les partenaires comme la CEDEAO exigent que soit mis en place à Bamako une autorité constitutionnelle qui soit leur interlocuteur, sinon ils n'interviendront pas. Ça c'est clair et net. C'est d'où l'importance de ce processus de mise en place des institutions de la République. Le président par intérim a déjà été investi, il reste aujourd'hui le Premier ministre avec son gouvernement. Une fois que nous avons des autorités légales, constitutionnelles, civiles à Bamako, ça va déclencher par la suite la coopération et le partenariat avec les superpuissances, avec la CEDEAO et avec les autres organisations régionales et internationales. Alors les deux problèmes sont intimement liés. Leur solution doit être engagée sur des bases claires. La seule base claire qui est là, c'est une autorité constitutionnelle à Bamako. Oui, Excellence, ces derniers 24 heures, vous avez eu une oreille tendue vers le Mali. Vous nous dites la situation là-bas, elle est paisible en ce moment ou alors ça continue à crier dans les rues du Nord? Dans la situation du Nord, c'est une situation extrêmement catastrophique. Vous avez dû suivre l'ensemble des statements qui sont publiés régulièrement par le Conseil de sécurité sur la situation des droits de l'homme, sur les viols, les vols, sur les enfants soldats qui sont recrutés un peu partout. Ça, c'est seulement au niveau du Conseil de sécurité dans le chapitre des droits de l'homme. Mais il y a pire encore concernant la situation alimentaire. Il y a une sécheresse macabre qui a été déjà annoncée et qui vient s'amplifier aujourd'hui avec cette situation d'insécurité, une insécurité qui exige absolument pour que les ONG et les autres partenaires, pour qu'ils puissent acheminer l'aide alimentaire, il faut absolument mettre en place des couloirs sécurisés. Or, les couloirs sécurisés ne viendront qu'avec des forces crédibles qui sont là. Les forces de la CEDEAO, nous pensons bien que si elles intervenaient, elles pourraient bel et bien assurer ces couloirs sécurisants pour l'acheminement des produits alimentaires à nos populations sinistrées. Oui, une dernière question, Excellence. Vous, en tant qu'ambassadeur ici aux États-Unis, vous ressentez une certaine solidarité des pays frères africains par rapport à votre situation ici aux États-Unis? Absolument. Et seulement hier, j'ai été avec tous les diplomates au niveau de l'ambassade du Mali, rendre une visite à monsieur le doyen de l'Afrique de l'Ouest, l'ambassadeur du Bénin, dont le pays assure la présidence en exercice de l'Union africaine. C'était pour lui dire combien nous sommes reconnaissants pour toute la solidarité dont il a fait preuve lui-même et tous les ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest ici à Washington, qui ont bien voulu, juste au lendemain du coup d'État, venir ici à l'ambassade du Mali à Washington pour manifester leur solidarité, leur sympathie et leur appui à tout ce que la CEDEAO est en train de faire. Et pareillement, au niveau des ambassadrices, de toutes les ambassadrices de la CEDEAO, des pays membres de la CEDEAO, également ont vu l'ambassadrice du Mali et c'est le même message qui a été transmis. C'est pour cela qu'avec l'installation
du président par intérim, M. Dioncounda Traoré, l'ambassade du Mali, tous ces diplomates s'est rendu hier à l'ambassade du Bénin pour dire toute sa reconnaissance, et nous devons au début de la semaine également rencontrer l'ambassadeur du Burkina Faso, dont le pays est le médiateur dans la crise malienne, et également l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui assure la présidence de la CEDEAO. Alors vraiment, la solidarité, la sympathie n'a eu de pareil dans aucune autre situation, et c'est pour ça que nous sommes très satisfaits de cette solidarité. Nous sommes très reconnaissants également à nos frères et sœurs ambassadeurs ici à Washington. Merci déjà de votre reconnaissance au peuple africain. Son Excellence, si vous avez un message particulier à envoyer ici à des milliers, centaines de personnes qui vont vous suivre sur le net, sur les télévisions américaines et pourquoi pas en Europe, en Afrique, bien sûr, nous sommes connectés. Vous leur dites quoi, le message que vous envoyez ici à vos frères du Mali, au gouvernement malien, aux terroristes qui persécutent le Mali? Si vous avez quelque chose de particulier à envoyer comme message ici, vous leur dites quoi? Bon, aux autorités américaines, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour les positions de principe, les positions très fortes qu'ils ont bien voulu manifester et déclarer à toutes les occasions. Et tout dernièrement, il n'y a même pas 48 heures au niveau du G8 également, c'est cette même position insistant sur l'intégrité territoriale, l'unité du Mali qui a été adoptée dans les décisions du G8, et c'est cette même position que les autorités américaines ont toujours adoptée et toujours déclarée. Pour ce qui est de nos frères et sœurs au Mali, et ceux qui sont surtout à Ouagadougou aujourd'hui, comme le président par intérim l'a dit dans son discours de prestation de serment, qu'il faudrait absolument que tout un chacun aujourd'hui oublie son ego, qu'il oublie ses prétentions de carrière, et que tous on soit debout comme un seul homme pour défendre la cause de l'intégrité territoriale, de la paix et de la sécurité au Mali. Mais pour ce qui est des groupes terroristes et le groupe islamiste au nord du Mali, là également le message est clair. Pour le MNLA, on lui dit qu'il a une dernière chance pour entrer en dialogue. Mais comme la CEDEAO l'a dit, ce dialogue est conditionné par le retrait des zones occupées. Il faut qu'il se retire des zones occupées pour qu'il y ait négociation. Sinon, il n'y aura pas d'autre choix que de mener une guerre entière et totale contre eux. Pour Al-Qaïda et les autres groupes de trafiquants de drogue et Boko Haram, là, c'est une guerre totale qui est déjà déclenchée et ils seront exterminés. Merci, Excellence, de votre temps. Merci de nous avoir accordé l'interview. Bravo, déjà, nous vous tirons un coup de chapeau. Nous voyons le travail abattu sur le terrain ici. Nous étions à la marche. Nous voyons tout à l'heure avec tout le peuple malien. Vous êtes regroupés autour d'une table. Merci et vraiment félicitations pour votre bon travail et votre représentation avec beaucoup de simplicité. Vous avez apporté, ouvert vos portes ici à toutes les communautés africaines que nous sommes pour participer au problème malien. Merci et encore bonne soirée. Merci à vous. Merci. Nous voyons donc là la délégation des Maliens autour d'une table ici avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Ils ont tenu à regrouper les Maliens de tous les bords, venus de tous les États, des États-Unis. Vous voyez son Excellence au milieu. Un travail vraiment acharné, bien abattu sur le terrain. Le président Ismaël, qu'on remarque là, qui est le président de l'association des Maliens ici à Washington, qui est entouré aussi de ses collaborateurs, président malien du New Jersey, New York et bien des pays, des États, des États-Unis qui sont venus pour se mettre autour de cette table ronde avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Nous allons quand même dire merci particulier à son Excellence Ali Mamoun Keita, qui est un homme tellement humble. Son accueil pour nous a été vraiment un exemple dans la communauté africaine. Merci ambassadeur. Doudou Teklengoulé, c'était tout pour cette interview et nous vous retrouvons dans une toute petite instant, cette fois-ci accompagnée des sœurs maliennes. Merci. La journaliste Adam
et le président de l'association du Mali. Merci. Oui, tout à l'heure, on a assisté aux manifestations du Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement exactement pourquoi la marche et qu'est-ce qui se passe actuellement au Mali, en dehors de ce que nous avons des médias? La marche, c'était la marche pour la paix, demander de l'aide au gouvernement américain, sensibiliser l'administration Barack Obama sur les problèmes du Mali actuel, le fait que le Mali soit occupé par différents groupes terroristes, qui sont le AQMI, le Mujao, le Boko Haram, El-Shebab et le Ansar al-Din, les islamistes. Alors donc, on dirait que toutes les forces du mal se sont donné rendez-vous chez nous. Ils occupent nos territoires au nord du Mali. Alors donc, on demande l'aide de l'administration américaine. Nous sommes sortis en grand nombre. Les Maliens sont venus de partout, de New York, de Baltimore, de Philadelphie, de Minnesota, d'un peu partout les États-Unis. Donc là, le rassemblement était monstre pour crier haut et fort que nous voulons la paix pour tous les peuples du Mali, sans exception. Et nous voulons un Mali uni et indivisible, un Mali intégral, dans la paix, et avec nous-mêmes et avec tous les autres frères et sœurs de la région. Mais il y a des gens qui ont été un peu surpris d'apprendre que vous marchez aujourd'hui. Pourtant, selon les dires des médias, on voit une évolution au Mali, un premier ministre qui a été nommé, un président par intérim qui est en place et il se demande pourquoi encore la marche. Pas de premier ministre, sinon il aurait déjà commencé à former le gouvernement, mais un président pour intérimaire effectivement qui va gérer la transition a été élu. Et donc il y a un président de la transition. Et depuis hier, samedi, aujourd'hui et dimanche, les différents groupes du Mali, les partis politiques, la junte militaire, enfin les anciens putschistes, et aussi tous les membres, je dirais même les personnes ressources, en plus du président élu, sont à Ouagadougou et en pourparlers. C'est la feuille de route surtout de la feuille de route de la transition, la période transitoire, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en 40 jours, on ne peut pas organiser des élections dans un pays en guerre, dans un pays dont la moitié, plus de 70% du territoire sont occupés. Alors comment pouvoir organiser des élections? Former d'abord un gouvernement d'union nationale et créer et aussi organiser des élections libres et plurielles sur toute l'étendue du territoire malien, ce qui est difficile parce que les Maliens sont éparpillés un peu partout, dans les pays de la sous-région, au Burkina Faso, en Algérie, en Mauritanie, au Niger notamment, et aussi à l'intérieur du Mali. Pour ceux qui sont déplacés à l'intérieur du Mali, c'est encore plus facile de les recenser que ceux qui sont en dehors du Mali. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a une pourparlers pour essayer de dresser une feuille de route pour la période transitoire, pour faciliter aussi le travail du gouvernement d'union nationale qui va être créé quand le Premier ministre sera nommé. Donc c'est ce qu'on attend dans les jours à venir. Mais les gens ont cru au départ que le soulèvement est venu du fait qu'on avait fait un coup d'État au Mali. Là, les choses sont rentrées dans la normale, mais apparemment la paix ne règne pas. Est-ce que c'est un problème de la révolution dans le Nord ou c'est un problème de coup d'État du président? Non, le problème actuellement, c'est un problème d'occupation du nord du Mali par des groupes bandits. Il y a des rebelles, il y a différents groupes bandits, il y a des islamistes, ceux qui se font appeler AQMI, Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, et puis il y a Mujao qui est une dissidence de Al-Qaïda, donc il y a le El-Shebab de la Somalie, si je ne m'abuse, et je me suis laissé dire aussi qu'il y a les Boko Haram du Nigeria qui sont au Mali. Donc toutes ces forces-là se sont donné rendez-vous au Mali et font des violences, subir des violences à nos populations. Et les femmes sont les premières victimes comme dans toutes les guerres, dans toutes les occupations. Donc les femmes et les enfants sont bien sûr les premières victimes. Oui, mais madame, nous avons écouté dans les coulisses là que vous êtes journaliste. En tant que journaliste, comment vous observez la situation? Parce que nous savons que le journaliste a une vision de la chose un peu plus différente parfois du public, de l'homme de la rue. Vous, en tant que journaliste, comment vous pouvez expliquer la situation au Mali? Comment vous visionnez ce problème au Mali? La situation est critique. Je crains que le Mali ne soit un genre d'Afghanistan.
que ces terroristes-là s'installent et refusent de quitter le territoire. Et je crains qu'il y ait une guerre au Mali. Alors, est-ce qu'avec le dialogue, comme c'est la tradition au Mali, on peut mener à bout de ces gens-là qui sont armés jusqu'aux dents? Je ne crois pas. Et je crois aussi que la guerre n'est point inévitable. Les Maliens iront à la guerre contre ces gens-là, ces ennemis qui occupent le territoire malien. Oui, mais quand nous voyons quand même la majorité des pays qui sont en guerre, où on voit des groupes ethnistes tiraillés, les gens ont toujours un intérêt particulier derrière, soit c'est du pétrole, soit c'est la richesse naturelle, soit... Mais les gens se posent la question, qu'est-ce que les gens peuvent rechercher vraiment dans le nord du Mali pour faire des troubles jusqu'au point de crucifier la population? Est-ce que le Mali cache une richesse? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des richesses, certes, il y a du pétrole, il y a aussi, à plus de la senteur de pétrole, on a aussi de l'uranium et du phosphate au nord. Et au sud, le Mali a beaucoup d'or et aussi un peu de pétrole. Donc le Mali est un pays riche. Le problème du nord, le fait que les gens se soient immiscés dans ce problème du nord pour en faire un problème de séparation, d'indépendance et tout ça, pour que les gens demandent l'indépendance d'un territoire malien, c'est parce qu'il y a une senteur de pétrole. Et les gens sont prêts à assassiner, à détruire toute une communauté pour cet or noir. Oui, la dernière question. Les rebelles dans le nord du Mali, il y a des étrangers qui se sont initiés dans le procès. Mais cette guerre, ça origine d'où? Est-ce que c'est les Maliens qui sont à la source? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour entrer dans un pays, il faut bien une souche. Ils sont rentrés au Mali en tant que Maliens. Ce sont des Maliens qui étaient dans l'armée de Kadhafi. Il y a 2 colonels qui étaient dans l'armée de Kadhafi, qui sont Maliens d'origine, mais en fait des Maliens qui ont vécu en Libye, qui étaient considérés comme des Libyens jusqu'à ce qu'ils reviennent pour revendiquer une terre qui n'est pas forcément la leur, puisque la terre, c'est la terre ancestrale des Peuls, des Soraïs, des Arabes, des Touaregs et plusieurs communautés Touaregs d'ailleurs. Le soulèvement, ceux qui se réclament du MNLA ne représentent même pas 1% de la population Touareg du Mali. Ben, en fait, ça a été un Alors, plaisir. manipulation, il y a eu une manipulation derrière. Bien sûr qu'il y a des gens derrière tout ça. Il y a des gens derrière, les gens n'ont pas cessé de parler de la France. Et tout ça qui serait derrière le MNLA. Et le MNLA a failli à toutes ces revendications à partir du moment où il s'est mis avec des terroristes pour tuer des Maliens. Le Malien ne tue pas son frère. Le Malien ne peut pas tirer sur ses frères comme ça. Des atrocités comme ça commises sur nos filles, sur nos femmes, sur nos enfants. Alors donc, ça veut dire que ce n'est pas des Maliens. Le Malien n'est pas aussi méchant. On n'est pas capable de faire ce genre de truc. Ceux qui sont chez nous, ce sont des bandits. Ils viennent d'ailleurs, qu'ils quittent le Mali en paix. Sinon, on viendra les trouver. C'est des femmes politiques. Ils recherchent quoi? Le pouvoir ou la richesse naturelle? Bon, moi, est-ce qu'il faut parler des terroristes ou il faut parler du MNLA, qui est un mouvement qui est un mouvement qui relève d'une tranche des Touaregs au Mali, qui était plus politique. Et maintenant, ils ont une revendication identitaire, une revendication nationale. Ils veulent diviser, ils veulent la région de l'Azawad, ils veulent l'indépendance. Comment est-ce qu'on peut réclamer l'indépendance dans un pays indépendant, souverain, où la démocratie règne? Alors, le Mali, c'est le Mali de tous les Maliens. Mais il faut que on a toujours vécu en paix les uns avec les autres. Et soudainement, il y a des gens qui se lèvent, puisqu'ils ont des velléités, je ne sais pas, indépendantistes, ils viennent avec les terroristes, ils tuent les gens, ils violent nos femmes. Et il y a aussi un groupe qui veut faire du Mali un État charia. Le Mali, déjà, plus de 85, 86, même 90% des Maliens sont des musulmans. Alors, on ne peut pas nous apprendre notre religion. Le Mali était déjà un pays musulman. Quand il y a plus de 500 ans, il y avait des échanges entre l'université de Tombouctou et Al-Azhar en Égypte. Donc, Tombouctou, c'est une ville historique, c'est une ville vraiment de culture, de lettres. Et ils occupent cette ville historique qui renferme aussi les manuscrits. Alors, c'est toute l'histoire de l'Afrique qui est à Tombouctou. Et oui, mais on a été un peu surpris, malgré le fait qu'il y avait un problème déjà dans le nord, quand vous venez de le signaler. À l'intérieur même du Mali, il y a eu une révolte de l'armée malienne qui a fait un coup d'État contre le président en place. C'est 2 problèmes dans une nation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un lien entre ça?
et la rébellion dans le nord? Oui, bien sûr, le soulèvement militaire est dû à la mutinerie. La raison que les militaires, les putschistes sont évoqués, c'est ça. C'est qu'ils veulent des armes pour aller libérer le nord du Mali. C'est à l'origine du coup d'État en fait. Parce qu'il y avait des militaires qui avaient été envoyés au nord, les mains nues, ils se sont fait tuer. Alors donc les militaires de la base, notamment de Kati, où la plupart des victimes militaires sont issues, donc c'est la base, le camp de Kati, donc où le soulèvement a eu lieu. Et il y a eu des tués, ils n'étaient pas contents que leurs frères d'armes soient abattus comme ça, et vraiment de manière atroce. Donc ils ont voulu aller défendre les terres du Mali, le nord du Mali, libérer le Mali. Et ils n'avaient pas les armes qu'il fallait, donc c'était la cause de la mutinerie qui finalement est devenue un coup d'État. Au départ, c'était juste une mutinerie. Et je crois qu'à l'issue de la mutinerie, les choses ont mal tourné, c'est devenu un coup d'État. Mais quand vous avez marché aujourd'hui, comment est-ce que vous avez perçu la solidarité des autres pays africains par rapport au problème malien? Vous avez senti une certaine solidarité aujourd'hui dans vos rangs? Oui, bien sûr, vous êtes du Cameroun, vous vous êtes joints à nous, il y avait des Kenyans, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, des Africains de part et d'autre, tout le monde est sorti. Vraiment, nous étions là unis pour la même cause, la cause de la liberté au Mali, la cause vraiment des Mali unis et prospères. Tous les Africains sont toujours les bienvenus au Mali. Le Mali a toujours été un pays d'accueil. Et si les gens parlent du Mali, ils disent « Ah, c'est un pays où je me sens chez moi ». À chaque fois qu'un étranger vient chez nous, il est mieux loti au Mali que chez lui, dans son propre pays. Alors donc, le Mali a toujours été une terre d'accueil. Merci beaucoup, madame, pour votre interview. Si vous pouvez prendre une minute et nous dire un message ici. Si vous avez quelque chose de particulier à envoyer comme message, soit aux autorités maliennes, soit à la population malienne, soit à la communauté internationale, qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, ce que je demande à la communauté internationale, notamment au gouvernement américain, l'administration Barack Obama, puisque c'était la raison de la marche aujourd'hui, c'est qu'ils aident le Mali. Le Mali a besoin d'aide. Le Mali était une démocratie déjà. On était en avance sur les autres pays. Et maintenant, on est là, on ne sait pas où aller. Chaque Malien est meurtri dans son corps, dans son âme. Donc on ne sait pas, on se pose des questions. Le pays est occupé, personne ne dort, personne ne mange avec de l'appétit désormais. Alors donc on veut vraiment que les autorités américaines se lèvent pour rendre justice au Mali, rendre justice à un peuple qui n'aspire qu'à la paix. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été un plaisir. Tout à l'heure, on vous a vu en action. On se dit quand même que le président de l'association malienne que vous êtes aux États-Unis, vous ne dormez pas, surtout de Washington, parce que je crois que vos confrères des autres États, New York, Philadelphie et l'en passe, étaient là pour vous secourir, mais vous étiez au centre parce que la marche a eu lieu à Washington ici. Mais si vous pouvez nous dire, qu'est-ce que l'association malienne pense de cette situation, les membres de votre association et le peuple malien, parce que vous êtes ici comme un représentant de la parole du peuple malien ici aux États-Unis et à Washington. Vous pensez quoi et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire en dehors de ce que vous venez de faire tout à l'heure comme la marche pour apporter votre pierre angulaire à la paix qui devra régner au Mali? Tout d'abord, merci de m'accorder cette interview. Je vais d'abord commencer en remerciant toute la communauté malienne qui est venue de partout aux États-Unis, de New York, de Philadelphie, de Baltimore. Je les remercie vraiment d'avoir fait ce déplacement et d'être venus nous supporter, nous Maliens de Washington, pour vraiment attirer l'attention des autorités américaines et puis de la communauté internationale sur ce problème qui nous touche tous au Mali et vraiment dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous l'avez dit, on a fait une grande marche ici aujourd'hui à Washington et le but de la marche c'était vraiment de sensibiliser la communauté internationale, parce qu'actuellement le Mali est un pays agressé, le Mali est un pays souverain, un pays démocrate qui est agressé en ce moment. Donc nous demandons à la communauté internationale d'utiliser vraiment tout leur arsenal pour vraiment aider le Mali à retrouver son statut d'antan. Donc
Voilà, donc vraiment, on va continuer. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui vient après la marche? Après la marche, ça va être des actions concrètes. Déjà, comme vous l'avez vu, notre ambassade nous supporte beaucoup. L'ambassade est vraiment là pour toute la communauté malienne. Donc, ils ont fait un bon travail en nous aidant vraiment à nous retrouver ici. Ils vont continuer à nous supporter dans les possibilités qui sont à leur disponibilité. Donc nous, après la marche maintenant, on va faire des séries de discussions avec tous les membres de la communauté pour décider ensemble d'une feuille de route sur comment on peut continuer ce combat de sensibilisation de la communauté internationale. Donc les détails, on en discute, on va continuer à en discuter et on espère que dans les jours à venir, vraiment, on aura des actions concrètes pour aider le Mali, malgré que nous sommes ici à l'extérieur. Oui, le problème crucial même dont les gens se posent, c'est que qu'est-ce que les gens recherchent vraiment dans le nord du Mali, parce que nous savons que quand la rébellion arrive dans un pays, parfois elle vient de l'origine même des habitants du pays, parfois elle vient de l'extérieur, mais il y a quelque chose qu'on recherche derrière tout cela. Et ce que nous ne comprenons pas, nous les gens de l'extérieur, c'est que en dehors du fait qu'il y a des problèmes dans le nord du Mali, il y a même des problèmes au niveau de la politique malienne. Tout à l'heure, on a vu il y a quelques jours le coup d'État qui s'est passé au Mali, avec les militaires qui, oui merci, ont remis le pouvoir par rapport à la pression de la communauté africaine. Mais on dirait que le Mali tend à deux problèmes qui sont un peu plus sensibles ici. Est-ce que les deux problèmes sont liés? Non. Non et oui. Je ne vais pas trop parler du problème interne du Mali au niveau de l'administration, parce qu'aujourd'hui, notre combat à nous, c'est que le Mali doit rester un et unique, un et indivisible. C'est notre combat aujourd'hui. Ce qui se passe au niveau de l'administration, je pense qu'il y a des hommes au niveau du Mali, des hommes forts et intelligents qui vont s'assurer avec la CEDEAO. Donc il y a des hommes intelligents, des hommes intègres, des hommes vraiment d'État au Mali qui vont œuvrer avec la CEDEAO au retour de l'ordre constitutionnel au Mali comme il se doit. Et déjà, les actions sur le terrain nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Et nous, ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est qu'il ne faut pas que la communauté internationale cède aux pressions et de l'ennemi qui attaque le Mali. Nous, on veut que ce Mali, que tout le monde connaît comme un exemple de démocratie en Afrique, reste ce pays grand, indivisible, où vraiment il y a la bonté du cœur, où tout le monde s'aime. Maintenant, par rapport à votre question sur d'où vient ce problème. Ce problème, en fait, ça nous est tombé dessus. Les gens disent que depuis les années 60, on a signé des accords avec des rébellions au nord. Oui, mais cette rébellion, cette fois-ci, c'est différente. Parce que cette rébellion, maintenant, ce n'est pas fait par des Maliens, vraiment. C'est fait par des gens dont les parents, les grands-parents étaient des Maliens. Et maintenant, après que le régime de Kadhafi a été déchu, pour eux qui n'ont plus de place en Libye, avec leurs armements, ils essayent de s'accaparer le nord du pays. Ça ne se fait pas. Est-ce que si c'était arrivé au Niger, les gens seraient contents? Non. Est-ce que si les Indiens ici, aux États-Unis, se lèvent, ils disent qu'ils vont s'accaparer des Appalaches et tout, que ça c'est leur terre? Ça ne marche pas. Moi je pense que quand tu reviens chez quelqu'un, surtout que tu n'as pas d'autre domicile, tu viens, tu lui demandes comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut avoir une petite autonomie. Le Mali est un pays de paix, un pays de discussion où les gens sont ouverts. Donc il ne faut pas prendre les armes contre les Maliens. Oui, la dernière chose que nous avons remarqué quand même, c'est que apparemment même le gouvernement en place est insensible, pas dire insensible, je m'excuse, est faible devant cette puissance de la rébellion dans le nord du Mali. Je ne sais pas, est-ce que le peuple malien va enfin pouvoir libérer le nord du Mali avec ces hommes dont on dit qu'ils sont vachement armés, ou alors il va falloir à tout prix que la communauté internationale s'y mette pour pouvoir reconquérir ces zones? Tout ce qu'on demande de la communauté internationale, c'est la logistique. Actuellement, le Mali a des hommes vaillants. L'armée malienne est 2 fois plus nombreuse, 3 fois, même 10 fois plus nombreuse que les rebelles, si ce n'est pas les armes. Donc c'est logistique qu'on nous a promis, que la CEDEAO nous a promis, que la France nous a promis, que les États-Unis, toute la communauté internationale nous a promis. Nous voulons des actions concrètes. Une fois que nous avons ces logistiques, que nous avons ces armes en main, moi je vous garantis que ça ne prendra pas une semaine pour qu'on chasse ces gens. Et comme on le dit, un territoire conquis peut être reconquis. Merci beaucoup, monsieur, pour votre interview. Et si vous avez un mot, un message particulier en tant que Malien, en tant que fils du pays, du territoire, à lancer ici à la communauté internationale ou à vos frères ou au peuple malien ou même à la rébellion malienne, vous leur dites quoi? Je leur dis aux Maliens de garder espoir,
Je dis aux Maliens de garder espoir et que ce combat est notre combat à tous. Que nous sommes au Mali, que nous sommes ici, ce combat est notre combat à tous. Et nous, on ne dort plus d'un œil à cause de ça. Parce que eux qui sont là-bas, on sent leur mal à partir d'ici. Donc je dis aux Maliens d'ici et d'ailleurs de garder espoir et que la justice va toujours gagner. Maintenant, pour les communautés africaines et autres, je les remercie pour leur soutien et je les demande de garder espoir aussi et que le Mali, ce grand pays qui a toujours été un exemple en Afrique de l'Ouest, n'a pas fini de les impressionner. Merci. Merci beaucoup.